Vendredi 27 décembre 2019, il est 22h à Ngidjilon et à Ourossogui, c'est dans le département de Matam, le journal. Dès la semaine prochaine, une plainte va être déposée contre l'administration pénitentiaire. Son auteur, Dr Babacar Diop, réclame justice et persiste sur son agression à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Les machines peu huilées de la Sonacos SA risquent d'être condamnées à l'arrêt. Les travailleurs ont peur de perdre leur emploi. Ils demandent l'arbitrage de l'État face à la menace chinoise. Le maire de Dakar sonne la fin de la sensibilisation sur l'insalubrité dans la capitale sénégalaise. La prison pour les récalcitrants, a dit Soham El Wardini. Dakar, capitale de la boxe africaine en vue des Jeux Olympiques de 2020. 350 boxeurs vont venir chercher leur ticket pour Tokyo. La page des sports, ce sera avec Malal Junior Diagne. Le tour du web, El Hadjindate Diop, bonne santé. Salimata Ao, la chronique du vendredi, Charles Faye. L'invité du soir, la rétro 2019 culture, Élie Charles Moreau, écrivain et journaliste culturel. Entretien avec Anna Rocha sur les politiques culturelles au Sénégal, la polémique autour de la rédaction de l'histoire générale de notre pays et la question de l'édition. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nyon Lank Nyon Bagne a marché ce vendredi à Louga. Les marcheurs qui disent non à la hausse du prix de l'électricité ont aussi exigé la libération pure et simple de Guy Marius Sagna et de ses co-détenus. Abraham Polpouy. Même s'il n'y avait pas grand monde, la plateforme Nyolank Nyobeigne a marché de la gare à la mairie de Louga pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité et demander la libération de Guy Marius Sagna. Très motivés et déterminés, les manifestants ont arboré des brassards rouges, soulevé des pancartes pour faire passer leur message. Ils demandent la transparence sur la gestion de la Sénélec. L'État nous avait dit qu'en 2020, nous allons avoir un excédent d'énergie à vendre la sous-région. Qu'en est-il maintenant aujourd'hui? Un gap. Donc tout ce qu'il nous disait, c'est de l'enfumage. Nous sommes très certains et sûrs que l'État ne nous dit pas la vérité. L'État a même loué une flotte pour acheter de l'énergie. Comment d'un mois à un autre, on peut passer de vendre jusqu'à acheter? Lors de cette marche, la plateforme Nyolank Nyobeigne a appelé l'État à prendre ses responsabilités pour trouver des solutions afin d'épargner les populations vulnérables et améliorer leurs conditions de vie. En ce qui concerne les subventions, en ce qui concerne les dons, en ce qui concerne beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires dans nos têtes, que ce sont ces choses-là qui ont engendré ce gap de 12 milliards que l'État veut nous imposer pour qu'on les paye. Nous disons non, on ne peut pas payer ces factures qui sont assez sales. C'est à l'État même de recouvrer et aussi de redresser la barre. Nyolank Nyobeigne de Louga compte désormais occuper les rues de la capitale du Djambour tous les vendredis pour apporter leur soutien à Guy Marius Sagna et que le prix de l'électricité soit revu à la baisse. Abraham Polpouy Louga, RFM. Abraham Polpouy, docteur Babacar Diop va porter plainte contre l'administration pénitentiaire dès la semaine prochaine. L'ex-détenu de la maison de la prison de Rebeuss continue de soutenir qu'il a été violenté par des gardes lors de son séjour carcéral. Il réfute la thèse de l'administration pénitentiaire et réitère sa détermination à poursuivre le combat contre la hausse du coût de l'électricité. Oumou Djeganyang. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose, avec la même conduite. C'est avec beaucoup d'émotion que Dr Babacar Diop s'est confié à la presse. Devant les membres de la société civile, le leader des forces démocratiques sénégalaises réclame justice suite aux agressions qu'il a subies durant son séjour carcéral. J'ai bien identifié les agresseurs et je tiens à ce que justice soit rendue. Pour que de telles pratiques disparaissent à jamais, une plainte sera déposée par mes avocats. L'administration pénitentiaire a nié toute forme de violation envers l'ex-prisonnier, mais le professeur soutient le contraire. Communiqué de presse de l'administration pénitentiaire. Et je vous dis clairement que c'est un tissu de mensonges et de contre-vérités. Autrement, pourquoi m'ont-ils envoyé à l'infirmerie si je n'étais pas roué de coups et blessé? En ce moment où je vous parle, j'ai été agressé par 2 agents de l'administration pénitentiaire. J'ai été agressé de manière lâche et sauvage.
Dr Babacar Diop affirme être toujours engagé dans la lutte contre la hausse du coût de l'électricité. Nous invitons le peuple à descendre dans les rues de Dakar le vendredi 10 janvier prochain. Ainsi, le gouvernement comprendra qu'il est là pour se mettre au service du peuple. Il termine par demander la libération de ses ex-co-détenus. RFM, la radio de toute l'actualité. Sit-in des travailleurs de la Sonacos SA de Diourbel en colère contre le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ils ont demandé à l'État de remettre la taxe de 40 francs CFA sur le kilogramme d'arachide exporté. Les objectifs de collecte ne sont pas atteints pour l'instant et ils disent craindre pour leur emploi. Diourbel, Babacar Diouf. L'État ou banc des accusés. Les travailleurs de la Sonacos le prennent pour responsable de leur situation actuelle. Le marché de l'arachide est déréglé, dénoncent ces travailleurs. Thiemba Ndiaye, leur porte-parole. L'État en arbitre devrait mettre une taxe dans un premier temps, bloquer ce qui a le peu de graines pour préserver des semences de bonne qualité. Ensuite, fournir des graines à l'industrie avant de songer à l'exportation. Mais il est inacceptable aujourd'hui que l'État donne des graines subventionnées, des engrais subventionnés, du matériel agricole subventionné et des gens qui viennent de je ne sais où viennent prendre ces graines, les amènent chez eux pour donner à leurs jeunes du travail et nous allons chemin, ça nous ne l'accepterons pas. Où les saisonniers recrutés en début de campagne risquent d'être remerciés. Aujourd'hui, la direction avait déjà recruté une centaine de jeunes pour faire les travaux de fin de campagne. La direction envisage aujourd'hui de donner des préavis pour arrêter les contrats qu'ils ont. Non seulement la centaine qui travaille va arrêter dans quelques jours, mais les 200 et quelques qui devraient venir ne viendront plus. Et ça, on ne pense même pas à ça. Si vous y ajoutez que la Sonacos l'année dernière a recruté, ils vont aller en chômage. Ce qu'ils n'entendent pas admettre, tous les moyens de lutte seront mis à contribution. C'est une action improvisée que nous avons tout juste pensé hier, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, on va organiser des marches et tout ce qu'on devra faire pour faire valoir nos droits, on va le faire dans les jours. À ce jour, la Sonacos Diourbel n'a pas encore collecté 500 tonnes d'arachide dans ses hangars, un tonnage qu'il bouclait en une demi-journée de travail. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Campagne de commercialisation de l'arachide. Les travailleurs de la Sonacos de Ziguinchor dénoncent la concurrence déloyale des opérateurs chinois. Ils ont porté les brassards rouges pour signifier leur colère. Ces agents désespérés prédisent une campagne catastrophique et même la fermeture de l'usine. Une marche est prévue dans les prochains jours si l'État ne réagit pas, selon le secrétaire général des travailleurs de la Sonacos Ziguinchor, Samba Badji, avec Lamine Bar. Nous sommes mobilisés pour réagir à cette indifférence des autorités par rapport à laquelle la situation de la Sonacos se trouve. Nous sommes aujourd'hui à 3 semaines de réception. Aucun kilogramme d'arachide n'a atterri dans nos sécos. Ça, c'est une situation alarmante, dramatique, qui expose l'ensemble du personnel à un chômage. Aujourd'hui, il n'est pas normal que la Sonacos, établissement industriel de Ziguinchor, seule usine de la région, des 3 régions du Sud, se trouve comme ça, sans graines d'arachide, exposée à des risques de fermeture. Il n'est pas normal que la région ait un produit autant de qualité de graines, que toutes ces graines-là se retrouvent en Chine parce que simplement on veut les privilégier, parce que simplement on n'a rien fait pour que les usines soient approvisionnées. Ça, nous le dénonçons parce que nous sommes aussi des Sénégalais en part entière. Les graines ont poussé au Sénégal, les graines ont poussé dans la région. Il n'est pas normal que les usines de la région n'en profitent pas. Il appartient aux autorités de trouver des solutions. Nous, on n'a pas de solution à proposer. On n'a qu'à exiger du travail. On veut du travail. Et nous travaillons avec cette matière première-là. Il n'est pas normal que la matière première nous passe entre les doigts pour que d'autres en profitent. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous refusons. Il n'est pas question que je vois mes cousins, mes frères et sœurs ici aller au chômage parce que simplement, on a voulu privilégier les exportateurs. C'est pas normal. Ça aussi, nous, on est aussi sénégalais que ces exportateurs-là. 15 camions remplis de graines d'arachide arrêtés par le service du commerce intérieur de Diourbel. Ces véhicules à destination des marchés de Touba ne détenaient pas de lettres de voiturage et leurs propriétaires ne sont pas inscrits dans le registre de commerce. Amadou Touba Nian, chef du service du commerce de Diourbel, joint par Marème Diop. Avant donc de se déclarer vendeur de opérateur, on est d'abord commerçant. Cela suppose qu'on soit inscrit au registre du commerce et du crédit immobilier. Ce qu'il faut signaler, c'est que le régime de la commercialisation de l'arachide est libre depuis l'avènement du décret 88-943
modifiant le décret 87-240 fixant les types d'organisation de la commercialisation. Il y a un autre décret pour le 2015 portant libéralisation des exportations qui dit ceci. L'article 1er dit l'exportation de l'arachide sous quelque nature ou forme que ce soit est libre. Donc la liberté, elle est là consacrée textuellement. Maintenant, toute liberté demande un minimum d'organisation. Nous avons vérifié à travers cette opération-là si ces gens-là sont inscrits au RPCM. Deuxièmement, des infractions aux règles de facturation ont été notées, puisque la facture reste quand même un élément d'entrée de la comptabilité. Ici, nous avons des cas où de personnes détenteurs de lettres de voiture appartenant à des usines, alors qu'ils ne vont pas vers ces usines-là. Ceci représente quand même des cas de fraude manifestée que nous avons eu à connaître. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément, c'est indépendant de notre volonté. Il est 22h passé de 11 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Taïba-Niassène. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amarndion. À la présentation, la technique est assurée par Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La suite du journal Lutte contre l'insalubrité à Dakar. Le maire de la capitale prône l'emprisonnement contre les auteurs. Selon Soham El Wardini, la sensibilisation n'a rien donné. Elle a dit tout cela cet après-midi à l'occasion du lancement du projet Dakar-Ville, occasion pour la mairie de la capitale d'annoncer la somme de 500 millions de francs CFA qui va être utilisée en 2020 pour rendre Dakar propre. Fama John. Le maire de Dakar est formel. Si on veut que Dakar soit une ville propre, il faudra sanctionner et qui a emprisonné. Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar. La sanction maintenant, je crois qu'on doit commencer à sanctionner. Parce que même cette sensibilisation qu'on est en train de faire, elle ne servira à rien. Tant qu'il n'y a pas une sanction, où on met des amendes ou bien où on vous retient à la police, les gens vont continuer à faire n'importe quoi dans la rue. Dakar Ville Propre, un projet d'acteurs culturels. Accompagnés par la mairie, ils ont fait de la propreté de la capitale un sacerdoce. Et Titi Yoro, secrétaire général du plan d'action des acteurs culturels de la ville de Dakar. Nous nous sommes dit que, étant habitants de cette ville, Dakar, ça serait mieux pour nous de prendre des perspectives pour réaliser la salubrité totale de la ville. Parce que nous avons toujours su que Dakar a été un peu sale, pas sorti sur le plan international et tout ça, ça se remarque vite. Donc c'est de notre devoir en tant qu'acteur culturel et aussi ambassadeur de la propreté et leader d'opinion et leader focal de se mettre dans ce travail pour essayer de faire développer la salubrité dans cette ville. Nettoyer, planter, reverdir, aménager Dakar, Soham El Wardini dit en faire une priorité. 500 millions de francs CFA sont prévus par la municipalité qui compte sur le soutien de l'État. Les Badjanougor vont recevoir désormais une motivation chaque mois, une motivation mensuelle. L'annonce est faite par le président de la République, Macky Sall, qui a donc instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étudier dans les plus brefs délais le système avec comme objectif l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes. À cette occasion, il a demandé aussi l'enrôlement de 8000 Badjanougor en 2020. Macky Sall qui présidait cet après-midi le Forum national de Badjanougor dans un hôtel de Dakar. Abdoulaye Diop. Tout travail bien fait mérite récompense, dit-on. Le président de la République a décidé désormais de motiver toutes les Badjanougor Macky Sall. C'est pourquoi je demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de renforcer leurs moyens et positionnement. Il s'agira très concrètement, Monsieur le ministre, d'étudier un système de motivation dans les meilleurs délais, me donner les conclusions de l'étude en vue de la motivation. Une décision appréciée par les concernés. Fatou Badiane, présidente régionale des Badjanougor de Thiès. Je suis très contente. D'habitude, nous travaillons sans motivation. Donc, s'il le fait, nous ne pouvons que s'en réjouir. Et nous souhaitons que cela soit pérennisé. Depuis 1983, c'est la première fois que j'entends ça. Pour mieux améliorer leurs conditions de vie, 8000 Badjanougor vont être enrôlés dans les mutuelles de santé. Je décide de renforcer les ressources allouées au programme Badjanougor.
à cet effet le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, je vous demande de prendre, à partir de 2020, de prendre en charge l'enrôlement des 8000 Badianougor. Le Forum national des Badianougor a réuni toutes les 14 régions du Sénégal. Elles ont plaidé pour plus d'accompagnement et de moyens. Sur la grève annoncée du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale, le ministre de la Santé et de l'Action sociale rejette le motif du mouvement d'humeur. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, on ne peut pas faire une grève juste parce que le ministre n'a pas répondu au courrier. Nous l'écoutons au micro d'Awambaï. C'est trop facile d'aborder les questions effectivement liées à la santé des populations en termes de courrier non répondu. Il me semble plus essentiel d'aborder les choses quand il s'agit de la vie des Sénégalais, quand il s'agit de leur santé, quand il s'agit de prendre en charge donc les Sénégalais dans leurs besoins le plus essentiel, de l'aborder en ces termes. Non, je ne crois pas que ce soit donc la bonne approche. S'ils veulent, ils viennent tout de suite au King Fahd et je les reçois tout de suite parce que moi j'aborde la question des Sénégalais d'une manière véritablement à positionner la santé comme étant une priorité et un besoin qu'il ne faut absolument pas menacer pour des considérations de courrier non répondu. L'APS, l'agence de presse sénégalaise, s'appelle désormais SNAPS après l'adoption de la loi autorisant la création de la société nationale. Le ministre de la Culture et de la Communication attend des changements, notamment sur le plan financier. Le secrétaire général du SYNPICS approuve cette réforme et des parlementaires qui ont voté la loi demandent l'indépendance de cet organe. Oumar Mbow a assisté à la séance plénière cet après-midi, compte rendu. L'histoire retiendra cette date du 27 décembre 2019. L'agence de presse sénégalaise change de statut et devient la SNAPS. Ce n'est pas simplement le nom qui va changer, rassure Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Plus de moyens. Aujourd'hui, nous avons, pour l'ensemble des réformes, nous avons un certain nombre de dispositions financières qui serviront et d'organisations qui serviront. On doit être un peu plus présent au-delà des régions où nous sommes présents. Il faut être plus outillé pour être présent au niveau de tous les départements dans un premier. Le député Mamadou Diop décroît, comme beaucoup de ses collègues, veulent que cet organe soit démocrate, c'est-à-dire se démarque de la maison mère, la radio-télévision sénégalaise, qui selon lui est dans l'officine du gouvernement. Si vous venez d'un autre pays, vous restez ici, si vous ne regardez pas les autres chaînes de télé, vous avez l'impression qu'au Sénégal c'est le monopartisme. Et ça, quand même, c'est très gênant. J'espère que ces choses-là vont changer. Le secrétaire général du SYNPICS parle d'un ouf de soulagement. Bamba Kassé. Voir aujourd'hui, après que le Conseil des ministres ait transmis le projet de loi au mois de septembre, il ne faut pas l'oublier, voir aujourd'hui les députés à la suite donc de l'intercommission voter à l'unanimité cette loi qui autorise le président de la République désormais à créer une nouvelle entité APS, c'est un point de satisfaction. À l'unanimité, les députés ont adopté la loi autorisant la création de la Société nationale APS qui a 60 ans cette année. Les députés ont également adopté la loi sur la promotion de la start-up. Cette présente loi a pour objectif de créer un cadre spécifique d'appui et de gouvernance des start-up de droit sénégalais, mais également la mise en place d'un régime juridique. Amadou Sabarba. Le député Cheikh Tidiane Gadio se dit inquiet de la sécurisation des données personnelles avec ce projet de loi sur la start-up. Il paraît qu'il est prouvé qu'en Afrique, les données ne sont pas véritablement sécurisées. Certains parlent de chiffres astronomiques, de capacité de percer les données en Afrique allant au-delà de 80%. Saluant la pertinence de la loi, El Hadj Issa Sall estime que celle-ci devrait être plus audacieuse pour affronter la concurrence. Vous avez les mêmes objectifs que vos collègues chargés des impôts, chargés de la douane, mais vous êtes des concurrents et qu'une start-up n'a pas besoin de s'encombrer de codes de marché, de douane et de fisc. Après avoir écouté les 9 orateurs, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a rassuré les parlementaires sur différents points soulevés, notamment l'introduction des langues nationales dans la start-up, la protection des données, entre autres questions. Ndaïti Kendiaï. Nous essayons à travers la coopération de voir globalement quelles sont les bonnes stratégies pour protéger les données. Le texte sur la cybersécurité, c'est-à-dire la stratégie, lutter contre l'insécurité. Le troisième prérequis, je dirais, est la confiance numérique.
La loi sur la promotion de la start-up est votée par la majorité des députés présents à l'hémicycle, moins nombreux que d'habitude. Amadou Sabarba, 22h20. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Amarnion. Football amateur, on a les résultats des matchs de ce vendredi. Des matchs joués pour le compte du premier tour du tournoi doté du trophée Ousmane Tanor Dien avec la victoire de Oslo sur l'ASFA 1-0, la GIA qui bat Agel 2-1, l'Olympique d'Angor qui sort Walidan après tir au but 4-3 et les forfaits de l'US Rail et de Sali FC devant Étoile Lusitana et Africa Promo Foot. Ligue 1, on joue la 4e journée à partir de demain. 3 rencontres sont prévues demain samedi dans l'après-midi. Nous allons analyser ces 3 matchs. D'abord, l'équipe de Teungueth FC qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. C'est le premier qui se déplace sur la pelouse du deuxième. Comment analyser cette affiche et réponse avec notre confrère de l'Observateur Ousmane Diop. Dakar Sacré-Cœur, c'est une équipe qui fait un très très bon début de championnat. Avec 7, elle est à égalité parfaite avec Teungueth FC qui a aussi 7 points mais plus 4. Dakar Sacré-Cœur a plus 5. Donc on constate que sur ce match, il y a 2 équipes qui ont le même nombre de points et presque la même différence de but. On peut penser que ce ne sera pas un match facile entre les 2 premiers parce que Dakar Sacré-Cœur est leader, Teungueth FC est son dauphin. Et Teungueth FC aussi qui réalise un très bon début de championnat. Je pense que ce sera un match très très attendu lors de cette 4e journée. Autre match Ousmane attendu, la rencontre qui va opposer Niary Tally à Pikine, 2 équipes populaires. Pikine Niary Tally, c'est toujours un match très attendu en Ligue 1 sénégalaise parce que cela oppose deux équipes les plus populaires du championnat local. Pikine, on le sait, c'est une équipe qu'elle joue à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours une équipe vraiment redoutable. Le Giraffe en a fait les frais. Niary Tally aussi, c'est une équipe qui réalise un très bon début de championnat. Ce n'est pas pour rien qu'elle est allée battre Génération Foot, le champion à titre sur ses terres à Déni Biram Ndao. Donc je pense que ce sera un match très très attendu. Ousmane, le champion en titre, va vouloir se relancer après sa défaite la fois dernière face à l'AS Douanes, n'est-ce pas? Génération Foot, c'est une équipe toujours très attendue, malgré sa défaite lors de la dernière journée face à Niary Tally à domicile. Je pense que ce match il est déjà très 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 important pour les Grenats, parce qu'en cas de défaite, ce serait une nouvelle contre-performance. Génération Foot a perdu son dernier match face à Niary Tally à domicile. Elle va croiser une équipe de l'AS Douanes qui est 3e de Ligue 1, avec le même nombre de points que Dakar Sacré-Cœur et Teungueth FC. Les Gabolous ont 7 points, Grenats en ont 6. Donc en cas de victoire, Génération Foot va dépasser l'AS Douanes, mais aussi l'AS Douanes ne voudra pas lâcher le podium parce qu'en cas de victoire, cela pourrait lui permettre de recoller en tête du classement et même dépasser Dakar Sacré-Cœur et Teungueth FC qui se rencontrent. C'était à l'instant notre confrère Ousmane Diop de l'Observateur, notre voisin de palier. Voilà. Malal Junior Diagne, nous allons poursuivre cette page des sports avec la boxe pour terminer. La boxe pour terminer, on va mettre les gants. Direction le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques 2020, Dakar, capitale de la boxe africaine. Près de 350 boxeurs sont attendus pour essayer de glaner une qualification à ces Jeux Olympiques. Cet après-midi, les membres de l'organisation de ce TQO ont fait face à la presse. Mamadou Oumarba y était. Le tournoi doit regrouper plus de 350 boxeurs, mais seuls 3 de chaque catégorie vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mamadou Diagne Ndiaye est le président du Comité national olympique et sportif sénégalais. Ça va regrouper les meilleurs boxeurs venant de 54 pays africains. Environ 350 boxeurs sont attendus, répartis en 13 catégories, dont 8 chez les hommes et 5 chez les filles. Seuls 3 boxeurs par catégorie au maximum peuvent se qualifier aux JO Tokyo 2020. Dakar Arena va subir un léger aménagement pour accueillir l'événement. Ibrahim Ward, coordonnateur du comité d'organisation. Moins de 5 jours avant les compétitions, il y aura un aménagement spécial qui va être fait. L'aménagement, c'est quoi? C'est installer le matériel de boxe qui est en cours de chemin, qui est en train d'arriver, qui est embarqué. Et le président a donné les instructions nécessaires pour que les services du comité olympique le reçoivent à temps, et ce sera fait. Le tournoi qualificatif démarre le 20 février et dès le 29, l'Afrique va connaître les boxeurs qui vont la représenter aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020. Pour ce tournoi de qualification à Mar, l'équipe de RFM sera conduite par Babacar Fall dans la catégorie de 100 kg. Ça va être très compliqué. Ça va être du lourd. Du lourd. Ouais. On attendra de voir. Merci beaucoup, Malal Junior Diagne. El Hadji Ndate Diop. Bienvenue. Docteur Babacar Diop persiste et signe. J'ai subi la violence des gardes pénitentiaires à 2 reprises lors de mon séjour carcéral relais budset.com.
Le leader des forces démocratiques du Sénégal a rencontré la presse cet après-midi. Dans le site, il raconte: 2 agents m'ont agressé le 4 décembre en me disant ceci: ici c'est Rebeuss, toi tu passes tout ton temps à la télé, tu parles trop, tu vas voir. L'autre acte de violence, renseigne Dr Babacar Diop, a eu lieu le 30 décembre dernier. Marche non autorisée de Nyon Lank Nyon Bagn à Guédiawaye. Leral.net renseigne que les organisateurs prennent acte et mettent en garde le préfet de Guédiawaye. Sur Sénéweb, l'ancien Premier ministre Abdou Mbaye relance le débat sur l'éco. Fixité à l'euro, garantie de la France. Le président du parti Action pour la citoyenneté et le travail estime qu'il ne s'agit pas d'un débat majeur. Alerte ou juste une information, Dakar Actu nous apprend le séjour de missionnaires pakistanais au Sénégal. Faut-il craindre le pire, s'interroge le site. Retour sur Sénéweb qui renseigne que les témoins qui filment des drames sont passibles d'une condamnation de 3 mois à 5 ans de prison ferme. Sport pour terminer, IGFM nous replonge dans les événements sportifs les plus marquants de l'année 2019. La Coupe d'Afrique des Nations de football, l'afro-basket, la lutte avec frappe. Tout y passe. C'est tout pour ce tour du web. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. Avoir ses premières règles, une étape à la fois redoutée et attendue. L'idée de saigner peut impressionner, mais c'est une période tout à fait naturelle dans la vie d'une femme. Dr Abdoulaye Diop, gynécologue. Les premières règles, qu'on appelle les ménarches, l'âge d'apparition des premières règles, apparaissent en général chez la femme aux alentours de 12 ans. Un peu plus tôt chez certaines, un peu plus tard chez certaines, mais entre 12 et 16 ans, c'est entre 12 et 16 ans qu'apparaissent les premières règles. Ça apparaît à une période qu'on appelle la puberté, qui correspond à l'apparition des premières règles et l'instauration de ce qu'on appelle le cycle menstruel, qui sont un ensemble de manifestations qui se passent à l'intérieur du corps de la femme et dont le signe le plus évident, c'est l'apparition des règles. Des douleurs au bas-ventre, des tensions dans la poitrine ou des maux de dos peuvent être ressentis. C'est très normal. Par contre, si vous ressentez des douleurs fortes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Ce qui est important à l'apparition des premières règles, c'est d'abord de prévenir la jeune fille, de discuter avec elle avant l'apparition des règles pour lui expliquer que son corps va avoir des changements majeurs qui vont se traduire et qui vont se finir par l'apparition des règles avec la poussée des seins, la poussée des poils pubiens. Bref, il faut lui expliquer tous les symptômes, tous les signes relatifs à ce qu'on appelle la puberté. De temps en temps aussi, les premières règles peuvent être douloureuses, donc il faut que la patiente soit prévenue de l'apparition de cette douleur accompagnant les règles. Si les règles sont irrégulières ou si les règles sont douloureuses, une consultation chez le médecin, chez le gynécologue, chez la sage-femme peut être nécessaire pour un complément d'information chez la jeune fille qui vient de voir ses règles. Avoir ses règles n'est finalement pas un secret. Toutes les femmes sont passées par là. Toutefois, la jeune fille a besoin de conseils et d'être bien entourée. Dr Abdoulaye Diop. Donc il faudrait faire une petite éducation sexuelle chez la jeune fille avant l'arrivée des règles pour que ce phénomène ne l'inquiète pas. Ensuite, il faut l'aider à gérer ses règles, avoir des serviettes hygiéniques en permanence. Elle doit aller à l'école, avoir une petite boîte où à l'intérieur elle a quelques serviettes hygiéniques de rechange avec lesquelles elle pourra se changer efficacement, etc. Donc vraiment, l'aider à gérer ses règles. Mais surtout, le maître mot, c'est quelle est l'information de l'arrivée des règles avant que les règles ne viennent. Pour soulager les douleurs, il ne faut pas mettre de jean trop moulant. Prendre souvent un bon bain chaud pour vous aider à vous relaxer. C'était tout pour Bonne Santé Femmes. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. La chronique du vendredi porte la signature de Charles Veil. Les Français auraient-ils voulu nous dire que nous sommes encore leurs bons petits nègres de service, incapables d'initiative, qu'ils n'auraient procédé autrement qu'en annonçant sur RFI la mort de notre soi-disant CFA au profit de la toute-propriété illusoire de l'écho. Comme d'habitude, quand il s'agit de notre souveraineté, c'est à un médium étranger qu'il revient d'en donner les contours. Comme pour l'annonce de leur décision inique, c'est sur des plateaux de chaînes occidentales que nos chefs d'État vont en parler, snobant leurs médias nationaux absorbés par les réseaux sociaux, le nouvel opium de la plèbe. Voilà que la mise à mort du CFA, si on est assez taré pour le croire, est scénarisée depuis les studios parisiens pour l'avènement de l'écho. Un film interprété par un Macron ballotté par les Gilets jaunes, avec comme doublure un Ouattara heureux de se dédire et de se mettre dans les starting blocks de la présidentielle 2020. Avec en prime,
un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et de détournement de deniers publics. Du sur-mesure tombant pile-poil un pur hasard. Tout comme nos interrogations sans réponse de nous autres mandants, priés de prendre notre mal en patience en attendant que nos ancêtres gaulois nous dégustent à la sauce béarnaise. Mais je ne comprends que trop bien pourquoi le zélé Macron s'empresse d'éperonner les pays de l'UEMOA pour l'application de l'éco dès 2020. La très paternaliste France s'y connaît bien en matière de tutelle, même si elle n'a pas toujours été à son aise, certes. Mais quand il s'agit de nous mettre dans les rangs, nous autres bougnoules, elle sait comment s'y prendre. En portant, par exemple, notre combat pour notre propre souveraineté monétaire. Je ne sais pas qui est assez dupe pour le croire, mais il est évident que le tuteur français n'est pas prêt de lâcher le morceau africain. Au moment surtout où son économie décline à la 7e place mondiale. Il y a bon Afrique, toi et des France, maintenant plus que jamais. Ce d'autant que Papa France gère nos routes, nos communications, nos hydrocarbures, nos aliments, notre éducation et bientôt notre emballage et nos médias. Vous pouvez me croire, l'ultime bataille pour la totale réappropriation française de nos richesses se jouera en 2 temps, rambitam bitam, avec le tama en plus. D'ici là, nos médias souffriront de voir les multinationales françaises de plus en plus nombreuses chez nous faire la pub à Canal, chez RFI et d'autres médias français. Les messes de requiem pour les médias sénégalais se succéderont, opération Todjrajar. Les ordres venant de Paris, comme toujours, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer notre mort programmée et célébrer notre indépendance sous totale tutelle. Et pendant ce temps, nous continuerons de croire que la France n'a pas d'agenda nous concernant. Sacrés Français, ils sont capables de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La preuve, garantie, tu parles. Juma Moubarak et bonne fin d'année à tous. RFM, l'invité. 22h33, l'invité de RFM Soir, la rétro 2019 culture, Élie Charles Moreau, écrivain et journaliste culturel. Dans le cadre de la rétro culture, il s'entretient avec Anna Rocha sur les politiques culturelles au Sénégal, la polémique autour de la rédaction de l'histoire générale de notre pays ou encore la question de l'édition. L'entretien. Bonsoir Élie Charles Moreau. Bonsoir Anna. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes écrivain, directeur général de la maison d'édition Le Nègre International, journaliste. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce secteur de la culture dans un contexte de bouillonnement culturel, en tout cas en ce qui concerne les activités? Le regard qu'un citoyen, qui plus est, acteur dans le champ de la culture peut avoir. Vous l'avez dit tantôt, je suis écrivain, je suis éditeur, je suis journaliste culturel aussi parce que nous animons au niveau du Nègre International 2 journaux, un magazine trimestriel de critique littéraire et à la limite un journal, un tabloïd exclusivement de poésie. Mais face au manque de moyens, il arrive fréquemment qu'on les mette en stand-by en attendant des jours meilleurs. Quant à la situation culturelle du Sénégal, je suis encore dans 2 perspectives. Je l'ai dit à l'avènement de Macky Sall, il n'est pas seulement le plus jeune chef de l'État au Sénégal, mais il a certainement la possibilité de faire culturellement mieux que ses 3 prédécesseurs. Le résultat des courses, c'est que 8 ans de magistrature suprême après, j'en suis encore à ces vœux pieux, parce que réellement les choses n'évoluent pas telles que je les attendais, telles que les acteurs culturels et singulièrement les écrivains comme les éditeurs les attendent. Il y a certes des fonds, un fonds d'aide à l'édition. À l'heure où nous sommes, 8 ans de magistrature après, je me rends compte qu'on n'est pas dans une perspective de voir émerger, à défaut d'industries culturelles viables, des entreprises culturelles éditoriales viables. Ce qui est encore du domaine du possible, mais encore faudrait-il savoir comment et avec qui. On confie en général la culture à des gens qui n'ont pas forcément le temps de la culture ou qui ne sont pas dans les tempos réellement des acteurs culturels. Et c'est cela qui est dommage. Le ministère de la Culture, couplé à la communication, a un nouveau patron depuis le 7 avril dernier. Que pensez-vous de cette nomination? C'est une question de casting. Moi déjà, je ne conçois pas la culture sans la communication.
Je ne conçois pas non plus la culture sans le tourisme, sans l'artisanat, sans la jeunesse, sans les sports, parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont autant de subdivisions dans ce grand ministère d'État que devrait être la culture. C'était ça le génie de Senghor, de pouvoir par la culture vendre la destination Sénégal, mais faire du Sénégal un espace attrayant, où toute l'intelligentsia universelle s'était fait un devoir et à la limite avait trouvé le Sénégal comme un lieu incontournable, voire l'agora essentielle. Il est possible que Macky Sall, président de la République, joue cette carte-là. Parce qu'il doit être dans une perspective où il n'a maintenant, s'il l'a compris, ou si on lui a bien fait comprendre cela et donné les raisons, il est dans une posture où il n'a maintenant d'interlocuteur que l'histoire et la postérité, et le devoir effectivement de laisser des traces et des marques qui culturellement lui survivent. C'est encore possible, mais encore comment et avec qui? Il fallait maintenir Abdou Latif Coulibaly à ce poste. S'il m'était donné ce pouvoir-là, je l'aurais laissé gérer la culture et la communication. Je m'étais dit qu'il a compris l'enjeu, mais je me suis rendu compte qu'en fait, à ceux-là à qui on confie la culture et la communication ensemble, ils n'ont pas forcément la possibilité, le génie, la générosité singulièrement, peut-être effectivement, de gérer ensemble les deux ministères, mais chaque fois, c'est un congère pour laisser en rade pratiquement, de façon relative quand même l'autre. Élie Charles Moreau, en 2019, on a beaucoup épilogué sur la question de l'histoire générale du Sénégal, après que les premiers tomes aient été rendus publics par le professeur Iba Der Thiam et son équipe. Il y a eu beaucoup de mécontentement, de frustration pour vous. Est-ce qu'il faut reprendre le travail depuis le début? L'histoire en elle-même est un malentendu. Iba Der a eu en plein à vivre, non pas seulement ces malentendus-là, mais ce qui va avec ces malentendus, c'est-à-dire des entendus et des sous-entendus. Amer, dégoûtant de temps en temps, malhonnête intellectuellement quelque part, mais à la limite, il a prêté le flanc. Il a prêté le flanc parce qu'il a osé effectivement, et c'est cela qui est légitime aussi. Parce que pendant longtemps, on a passé notre temps à accepter l'idée que nos ancêtres vivaient de chasse et de cueillette. Quelqu'un se lève un beau jour pour dire « j'ai envie non pas d'écrire l'histoire générale de l'Afrique, mais l'histoire singulière du Sénégal ». Je crois qu'en fait, il avait, ne serait-ce que par ça, toutes les raisons de mériter des honneurs et des hommages. Il ne faut pas remettre en cause le travail de ce comité. Il se trouve qu'en fait, écrire l'histoire est une œuvre humaine aussi. Et la prédestination de toute humanité, c'est aussi l'imperfection de l'être humain. L'histoire de la France n'a pas été écrite en un jour. Il y a eu des contestations et des reprises, effectivement. Je crois qu'en fait, il y a des préalables qui n'ont pas été respectés, qui consistaient, par exemple, à aller vers les familles religieuses, vers les familles coutumières, vers des intellectuels, etc., à y mêler des gens qui n'étaient pas forcément des gens qui n'avaient pas les mêmes visions. Peut-être qu'en fait, il s'était concentré sur, au nom de la psychoaffectivité, sur des cooptations d'amis, des cooptations de relations, etc. Alors que véritablement, Anna Rocha, que vous ne tolérez même pas en photo, peut à la limite être d'un apport très utile. Mais je crois qu'en fait, l'idée est à maintenir d'une histoire générale du Sénégal à écrire, à reprendre par Iba Der Thiam, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui aussi. Il a une trajectoire merveilleuse d'intellectuel, une trajectoire merveilleuse d'universitaire, une trajectoire merveilleuse de citoyens impliqués dans les nuances de la cité et se battant et jouant merveilleusement sa partition. Il faut considérer que c'était un travail colossal qui lui a été confié. Il faut accepter qu'il y a eu des lacunes et aussi accepter qu'on puisse reprendre le chemin, parce qu'en fait, dans les écoles d'où l'on sort, on nous a fait comprendre qu'avant de rendre une copie réellement, il y a des brouillons. Il faut imaginer que c'est un brouillon. Que des rattrapages sont même en train d'être faits, parce qu'en fait, il est allé rencontrer certaines familles religieuses pour des réglages effectivement, et qui sont autant d'occasions, autant de raisons effectivement de réécrire l'histoire, pour ne pas dire de corriger. L'histoire générale du Sénégal ne pourra être, ne devra être et ne sera écrite et acceptée que par des Sénégalais eux-mêmes. Il s'agit de notre histoire, de notre patrimoine, tout comme les milliers d'objets subtilisés par les colons français. Emmanuel Macron a affiché sa volonté de restituer aux pays africains demandeurs ces biens qui nous ont été confisqués. En novembre, le Sénégal a reçu de manière officielle et symbolique le sabre d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall.
Êtes-vous optimiste pour la suite, Élie Charles Moreau? J'ai un défaut, c'est que je n'aime pas les verbes du premier groupe. Il y en a trop dans notre pays et qui ont des connotations négatives pour moi. Mais je vais vous emprunter quand même le verbe que vous avez utilisé tout de suite. Effectivement, on nous a subtilisé nos œuvres. On nous a privés de nos œuvres, effectivement. Et c'était compréhensible. Quand des gens belliqueux, effectivement, défendent des nations et des peuples, la meilleure manière de subtiliser l'âme de ce peuple-là, ça passe par déjà la confiscation des produits et biens culturels. La France n'a pas fait autre chose. Qu'on en arrive aujourd'hui à véritablement vouloir ou être dans des postures d'attente des biens culturels restitués. Je suis bien d'accord parce que c'est un acte romantique merveilleux que d'attendre. Mais je cesse de rêver, c'est maintenant du palpable que je veux. Je suis de ceux-là qui applaudissent quand on dit que nos œuvres vont revenir à destination. Mais la question que je me pose, c'est qu'il s'agit de préparer des cadres logiques qui sont autant de réceptifs et de réceptacles pour non seulement recevoir les œuvres, les mettre bien en vitrine et bien en exergue, mais surtout les sécuriser. Parce qu'elles ne nous appartiennent pas, ces œuvres-là. Elles appartiennent à l'humanité. Le musée des civilisations existe. Est-ce que réellement c'est le lieu adéquat ou le seul lieu adéquat véritablement pour recevoir ces œuvres-là? Mais ensuite, il y a d'autres questions. Il y a des problèmes qui puissent exister même entre pays africains. Il y a des choses que les Maliens réclament, dont on dit que c'est des œuvres qui appartiennent aux Sénégalais. Ouais. Il y a des œuvres que les Sénégalais réclament et dont les Maliens disent qu'ils leur appartiennent, etc. Il faudrait déjà une espèce de chaîne, pour ne pas dire une espèce de rencontre entre intellectuels et gens intéressés, partie prenante de cette question-là, de restituer des biens culturels, qui soient en Afrique, qui s'assoient et qui font le tour de ces questions-là pour véritablement faire de sorte que tous les équivoques puissent être levés effectivement. Je crois que les autorités étatiques au Sénégal, singulièrement ceux qui sont intéressés par ces questions-là, vont prendre en charge et y mêler le maximum de gens, parce qu'il y a des choses, je considère qu'il faut qu'on en discute et sur de larges échelles, pas autour de boissons fraîches comme disait David Diop, et dans des villas climatisées. On a besoin de solidarité africaine, particulièrement pour cette question de restitution du patrimoine. On est contraint et forcé. La solidarité africaine, elle devait être un réflexe, pour ne pas dire pratiquement quelque chose qu'on n'essaierait pas de susciter. Vous êtes un homme de lettres, il existe un fonds d'aide à l'édition au Sénégal. Est-ce que nous avons une bonne politique de promotion du livre et de la lecture? Je ne peux pas dire si elle est bonne, mais je peux, à partir de mon cas, je dis qu'en fait, on attend véritablement la viabilité du fonds. Je ne le conteste plus parce que beaucoup de gens l'ont réclamé et revendiqué à ma place. Je suis à l'origine de ce fonds d'aide à l'édition. Abdou Diouf l'avait laissé à 150 millions. Abdoulaye Wade l'a ramené à 350 millions pour ensuite l'augmenter encore quand il s'est agi de rénover ce qu'on a appelé finalement Kër Birago bu bees. Pour dire simplement. Le fonds est actuellement à 1 milliard? Le fonds, il sera à 2 milliards. Au train où il va, les écrivains, à la limite, continueront à se ronger et les hardes et les sangs, et les éditeurs, à la limite, tireront le diable par la queue. Qu'est-ce qui pose problème? On ne gère pas ces histoires-là dans des bureaux sans y impliquer les acteurs réellement. Le challenge aujourd'hui, c'était à la limite d'être dans des perspectives, de faire de sorte, au moins en quittant les postes, j'ai vu naître et fait de sorte que naissent au moins 10 à 15 maisons d'édition viables qui peuvent aller d'elles-mêmes. Ce n'est pas en donnant des financements pour 3 livres, pour 2 manuscrits, pour 4 manuscrits, sur les 50 et 52 maisons d'édition, je crois. Il y a au moins 15 maisons d'édition qui pourraient être allaissées, mises à l'épreuve effectivement et accompagnées réellement dans leur gestion, pour qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, effectivement, on les laisse maintenant continuer leur chemin et prendre encore d'autres maisons d'édition. Il y a aussi la nécessité de résidence d'écriture. Pour Anna Rocha, écrivain, qui a un projet déjà d'écriture, mais qui souhaiterait être libéré de toutes les contraintes quotidiennes, les charges locatives, la scolarité des enfants, l'électricité, etc., pour pendant 6 mois être accompagné et terminer son manuscrit. Ça se fait dans les pays normaux. Et le Sénégal est dans des perspectives normalement de pays normal. Je crois qu'en fait, il y a à se concerter
Autant nous avons besoin de politiques culturelles concertées, autant la culture au pays de Senghor, de Diouf, de Wade, de Macky Sall n'a pas besoin de politiciens. Au-delà de ce fonds, est-ce qu'il y a d'autres moyens à mettre en place justement pour promouvoir la lecture, le livre au niveau de la population? La transversalité de la culture dont je parle est l'un des leviers qui permettrait véritablement de faire de sorte que non seulement des éditeurs ne seraient pas dans des perspectives pour faire un best-seller, de tirer un livre à 1000 exemplaires et d'en vendre 500, mais d'être sûr de tirer un livre à 10 000 exemplaires et de le vendre. On fera tous les séminaires du monde. On n'aura pas réglé le problème du livre et de la lecture. Le problème du livre et la lecture dans ce pays qu'est le Sénégal, il se règle dans le huis clos du premier protecteur des arts et des lettres et il y a un plaidoyer à lui mettre sur la table. Je ne considère pas Macky Sall, président de la République, insensible à la question du livre et de la lecture, au nom d'un principe très simple. Il est de ceux-là comme toi, comme moi, effectivement, qui au moins comprennent qu'ils doivent quelque chose au livre et à la lecture. Mais encore faudrait-il pouvoir lui donner les bons arguments et à la limite lui permettre aussi de faire jouer la mission qui est la sienne et le pouvoir qui lui est conféré. C'est-à-dire que là où nous ne sommes qu'en des postures de suggestion, des conseils, lui, il ordonne. Et de faire de sorte que, à la SODAV, qui est la société qui a remplacé le BSDA et dont je suis membre du conseil d'administration, chaque écrivain qui sortirait un livre attendrait légitimement à la fin d'exercice en décembre, pour caricaturalement parler, au moins 5 millions de droits d'auteur. Si ce n'est pas quelque chose à la limite qui permet d'acheter du pain, c'est au moins quelque chose qui permet d'acheter de l'eau fraîche. Donc Macky Sall est mal conseillé sur ce plan? Je ne le dis pas. Il a les raisons pour lesquelles il a pris ceux-là qui sont avec lui. Ouais. Mais je dis qu'en fait, le chemin le plus court consisterait aussi à lui faire comprendre que c'est lui qui a la clé pour régler la question du livre et de la lecture, qui sont deux questions cruciales dans le pays et deux questions réellement qui taraudent les esprits et empêchent beaucoup de pères de famille de ne plus dormir. J'ai juste une dernière question pour vous. Côté infrastructure culturelle, dans les autres régions, à part Dakar, c'est le désert. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je suis de ceux-là qui croient qu'en fait, une bonne gestion de la culture appelle nécessairement à la remise dynamique de la décentralisation. Autrement dit, de la culture, on puisse dire qu'elle commence à être une réussite, que les gens commencent à s'approprier la culture, effectivement. Il faudrait que ceux-là qui sont en région commencent à voir, à vivre et à sentir que tout ne se passe plus qu'à Dakar. Ça aussi, c'est du domaine du possible. Merci beaucoup, Élie Charles Moreau, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'année aussi et une belle fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anna Rocha et à notre invité Élie Charles Moreau de la Rétroculture 2019.